Donc, pour ce webinaire en lien avec l'ADMR, nous avons souhaité aborder avec vous la question des violences sexistes et sexuelles dans le secteur du médico-social. J'accueille aujourd'hui Sandra Léon, chargée de mission qualité de vie et santé au travail à l'ADMR 35. Merci encore Sandra pour votre disponibilité ce midi. Vous présenter la démarche engagée par l'ADMR pour sensibiliser les managers face aux situations de VSST dans le cadre du travail en tant que personnel accompagnant et personnes aidées. Et avant ça, je donne aussi la parole à ma co-organisatrice Lucie Cavé, qui est là aujourd'hui, chargée de mission qualité de l'emploi et égalité femmes-hommes dans l'ESS, pour introduire via quelques chiffres notre sujet. Et je ne me suis pas présentée. Moi, je suis Anna Autoville. Je suis la chargée de projet en territoire Bretagne et Pays de la Loire pour l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS. Sans plus attendre, je donne la parole à Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien le PowerPoint? C'est très bien, Lucie, pour moi en tout cas. Du coup, je vais introduire un peu ce webinaire avec une mise en contexte des inégalités de genre et des violences sexistes et sexuelles au travail dans les métiers du social et du médico-social. Avec quelques données chiffrées qui viennent d'études récentes, d'études au niveau régional ou national. Alors, pour commencer, juste un rappel de le secteur de l'ESS et de la répartition femmes-hommes dans le secteur de l'ESS. On voit que c'est un secteur majoritairement féminin et que sur ce domaine, la Bretagne suit la tendance nationale. On a près de 2 tiers des postes qui sont occupés par des femmes. Et donc, ces informations-là sont issues des chiffres clés égalité femmes-hommes en Bretagne, qui est une édition du Conseil régional, et une édition 2025 qui est en cours qui va sortir très prochainement. Alors, la féminisation des métiers du soin, alors je pense que vous le savez sûrement, mais c'est pour un rappel de à quel point les femmes sont surreprésentées dans tous les secteurs du soin, dans l'aide à domicile, la santé, l'action sociale, l'hébergement médico-social. Et on voit que l'aide à domicile est le secteur le plus féminisé, avec plus de 94% de femmes en Bretagne. Alors, sur les violences sexistes et sexuelles, de façon si on dézoome et qu'on va au niveau national, il y a une étude récente de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des humains, qui s'appelle la MIPROF, qui a sorti un rapport qui se nomme Violences sexistes et sexuelles au travail sous relation d'autorité ou de pouvoir. Et donc, dans cette étude, on apprend que 1,4 million de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors cadre familial en 2021. Alors pourquoi on parle de hors cadre familial et pas au travail? C'est qu'ils prennent en compte le contexte du travail, mais plus largement des contextes un peu annexes par exemple, de militantisme, de bénévolat, qui sont aussi pas éloignés du travail, mais et qui ne sont pas du cadre familial. Et donc, sur ces femmes victimes, seulement 2% de plaintes déposées. Alors, dans ce rapport, il y a aussi le rappel des facteurs favorisant les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, la relation d'autorité est un facteur important et qui est aussi jugé aggravant par la loi quand il y a un procès, une procédure judiciaire. Le fait d'avoir des risques psychosociaux aussi identifiés dans la structure, comme du stress, une charge de travail trop importante, des violences en interne ou en externe, sont aussi des facteurs aggravants. La précarité des victimes, alors tout ce qui est contrat court, intérim, effectivement, ça augmente aussi la vulnérabilité. Les horaires atypiques, d'avoir des horaires décalés, c'est un facteur de risque supplémentaire. Travailler la nuit, travailler très tôt, dans des contextes, sur des temps où il y a moins de personnes dans son environnement. Et aussi la faible mixité. Dans des environnements qui sont soit très féminins, très masculins, ça favorise la présence des violences sexistes et sexuelles.
Alors maintenant, si on rezoome sur la prise en compte des VSST dans l'ESS et dans le cadre d'une étude qu'a menée la CRES en 2023 auprès de 64 structures en Bretagne. Voilà, c'était pour montrer un peu un état des lieux de où en étaient les structures de l'ESS. On voit que c'est un sujet qui est pris en compte, qui commence à être pris en compte, mais qui a encore une marge de progression quand même importante. Par exemple, un tiers des structures intègrent les VSST dans le document unique. 15% ont mis en place au moins un temps dédié sur le sexisme au travail et qu'un tiers des structures n'ont pas de référent ou de référente VSST. Et le chiffre le plus flagrant, c'est que 64% des structures interrogées n'ont pas de procédure interne pour le signalement et la prise en charge. Et donc, dans ce cadre, cet état de lieu, il a permis aussi d'identifier les besoins des structures qui sont en termes de sensibilisation, de formation, d'outillage et d'être accompagnés sur la mise en place d'une démarche de prévention. Et donc, suite à cet état des lieux, la CRES, elle s'est engagée sur un plan d'action sur ces enjeux d'égalité pour justement accompagner le secteur de l'ESS sur ces sujets et dont la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc, depuis fin 2023, on anime une démarche régionale avec un comité de partenaires dont certaines font partie, d'ailleurs, dans les participants, avec des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire, des associations de différents secteurs, des acteurs sur les sujets d'égalité, des acteurs publics comme la région et l'État, des groupes de travail. On a aussi mis en place des outils, réalisé des outils, comme une boîte à outils numérique, je crois que Sandra en parlera tout à l'heure. Un livre recensant les formations sur les violences sexistes et sexuelles en Bretagne pour les acteurs de l'ES, de l'économie sociale et solidaire, des podcasts qui se nomment Plus d'excuses qui sont sur la plateforme Core Lab, qui recense des initiatives inspirantes dans toute la Bretagne, de la communication aussi sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur des initiatives. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement et la formation. Et donc, dans ce cadre, on a commencé à expérimenter l'accompagnement d'un groupe de pairs dans le Finistère, un groupe d'acteurs de l'ESS professionnels ou bénévoles employeurs sur les violences sexistes et sexuelles au travail dans un temps, pour organiser des temps d'échange de pratiques et de monter en compétences collectives. Pour l'instant, c'est que dans le Finistère, mais le projet, c'est d'essaimer ce projet sur d'autres territoires. Donc, si jamais des associations présentes sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Et un autre projet qui est aussi ouvert, c'est un projet de formation-action à destination de 5 à 6 structures ESS aussi en Bretagne qu'on est en train de mettre en place et qui est projeté plutôt pour l'automne 2025. Et là, l'objectif, ce serait d'accompagner donc des binômes employeurs-salariés sur la mise en place d'un plan de prévention primaire des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc pareil, si certaines structures sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers moi. On est justement dans la phase de début de communication de ce projet. Et donc, de façon plus générale, toute cette démarche, elle est ouverte. Donc, il ne faut pas hésiter à la rejoindre si ce sont des sujets sur lesquels vous avez envie de vous engager à un niveau régional ou à un niveau plus local sur des groupes de travail ou comme les groupes de pairs. Et voilà, du coup, je vais passer la parole à Sandra qui va vous parler plus spécifiquement de son expérience et de la démarche qu'elle a menée au sein de la DMR 35. Merci Lucie. Je laisse Sandra du coup prendre la parole. Bonjour et merci à tous d'être ici. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, Sandra Léon, je suis chargée de mission qualité de vie et santé au travail au sein de la fédération ADMR 35, donc, qui est une fédération qui accompagne les 46 associations de notre territoire d'Ille-et-Vilaine, les 46 associations ADMR. Et donc, voilà, moi, je les accompagne sur le volet santé et sécurité au travail. Donc, je vais partager avec vous la présentation.
présentation. Est-ce que vous voyez toutes et tous bien? Parfait. Super, ok. Donc, déjà, notre réseau ADMR Ille-et-Vilaine, donc en quelques chiffres, hein, donc je vous ai dit une fédération, on a 46 associations locales qu'on a réparties en 7 pays pour lesquels on a un accompagnement. Donc, on mutualise finalement en termes de fédération, on va mutualiser finalement certains services pour accompagner les associations. On a aussi toute une cellule de soutien et d'accompagnement sur certains volets, que ce soit volet RH, volet applicatif, volet qualité, etc. Donc notre réseau, c'est 620 bénévoles, 2300 salariés, plus de 16 000 clients, et ça représente 1,5 million d'heures d'intervention. Donc on est très très présent sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Pour ce qui est de nos activités, donc on a des services assez divers, majoritairement des SAD, hein, services d'aide et de soins d'aide à domicile. On a 2 SIAD, on a aussi 6 centres de soins infirmiers, 2 accueils de jour, 3 structures petite enfance. On a aussi de manière ponctuelle de l'accueil familial et social. On est conventionné sur ce sujet, quelques habitats regroupés, on fait de l'aide aux aidants, la livraison de repas à domicile, de la téléassistance, et après on fait tout un tas de petits services plutôt au plan local. Donc chaque association gère ses services selon les besoins de leur territoire. Pour ce qui est de notre sujet, donc les violences sexistes et sexuelles au travail dans le secteur de l'aide à domicile, donc là, tout à l'heure, Lucie vous a parlé des facteurs favorisants. Je crois qu'on en coche quand même un bon paquet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude de 2019 qui nous a semblé très parlante, qui a été réalisée par l'Université de Poitiers et qui a été faite auprès de 480 aides à domicile, et pour lesquelles les personnes répondantes nous expliquent à 63% qu'elles ont rencontré au moins une forme de violence sexiste et sexuelle dans leur travail. 28% ont subi des attouchements des fesses, 21% des seins, 22% ont subi une exhibition d'organes en érection et 20% ont été bloqués dans un accès. À savoir que 57,5% des actes les plus graves qui ont eu lieu, ils ont eu lieu pendant la toilette qui est effectuée auprès des personnes qu'on accompagne. À cela s'ajoutent les insultes, les remarques, les sexistes, les sifflements, les regards insistants. Donc tout ça sont des choses qui, comme vous pouvez le voir, ça concerne vraiment le quotidien de nos aides à domicile. Je tenais à souligner aussi que dans cette étude, il y a quand même 20% des personnes qui ne se sont pas exprimées. Cette étude est allée un petit peu plus loin pour savoir finalement quelles étaient les conséquences sur le travail et la vie personnelle de ces salariés aide à domicile. 40% déclarent avoir été perturbés dans leur travail ou dans leur vie personnelle. 12,3% éprouvent un sentiment d'insécurité et 10% ont été démotivés. Donc pour nous, c'était important, c'est un facteur qui est hyper important qu'on travaille dessus parce qu'au regard des difficultés de recrutement qu'on peut voir et de fidélisation dans notre secteur, ça nous paraissait capital de travailler sur ce sujet. Donc dans notre domaine, ce sont des enjeux forts puisque 99% des aides à domicile dans notre secteur sont des femmes. Alors je ne dis pas que les hommes ne sont pas touchés, hein, attention, mais on sait que les femmes sont quand même plus à risque d'être exposées à ce type de risque. Ce sont des personnes qui sont isolées au domicile, des personnes qu'elles accompagnent, donc ça les rend d'autant plus vulnérables. Et ce qu'on constate, c'est que c'est un métier aux compétences qui sont peu. On considère que les femmes sont naturellement affectées aux tâches domestiques, aux soins, aux personnes vulnérables. Donc en gros, c'est quelque chose qui est inné et finalement, elles s'intègrent à la vie privée. Et donc ça les rend d'autant plus vulnérables. Dans le secteur de dans notre réseau ADMR, en tout cas sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, mais c'est valable aussi un peu partout au plan national, ce risque il est reconnu, il est identifié comme tel par les associations. Il n'a jamais été nié, il est bien recensé dans le DURP. On a aussi des signalements qui nous remontent au niveau de la fédération. Notre difficulté, la difficulté de nos associations, c'est clairement
de se saisir de ces signalements. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la limite à ne pas franchir? À quel moment on doit intervenir, nous en tant qu'employeurs? À quel moment on doit alerter, nous en tant que salariés? Il y a aussi cette question, alors qui est dans les métiers du prendre soin, hein, c'est d'intervenir malgré tout, qui est perçu comme un devoir. Finalement, si on n'intervient pas, on ne peut pas rester sans aider la personne. Il y a des perceptions qui sont différentes entre professionnels. Alors ça touche vraiment tous les secteurs d'activité, hein, mais entre les salariés qui disent oui, mais moi, je ne supporte pas la situation, et une autre salariée qui dira oui, bon, alors attends, il suffit de savoir se défendre. Ça, je pense que c'est des discours que vous avez pu entendre. Et les confrontations du point de vue intergénérationnel. Effectivement, alors bon, ça, on a un petit peu cassé ces codes-là, mais on entend un petit peu souvent hein, ce discours de oui, bah, votre génération est beaucoup plus réactive à ce type de situation. Nous, ce n'était pas le cas, on n'est pas habitué à ce genre de réaction. Et il y a eu aussi, en parallèle, la question des droits et des devoirs de l'association lorsque des faits sont relevés. On nous relève une situation, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous ai cité quelques verbatims parce qu'ils sont très parlants. C'est finalement de dire, voilà, on ne peut rien faire si la personne ne veut pas porter plainte. Si la victime ne veut pas porter plainte, nous, en tant qu'employeurs, c'est quoi nos marges de manœuvre? Les gendarmes on leur a dit que l'auteur avait plus de 90 ans. Il y a aussi cette difficulté de se dire, voilà, on n'a pas l'air d'être entendu. On ne se sent pas écouté et on ne se sent pas forcément légitime pour aller remonter ces situations. On accompagne les salariés et des fois on nous rit au nez. Et après, cette question qui est perpétuelle, hein, qui revient sur beaucoup de situations, c'est qui croire? Si l'auteur va nier les faits, souvent ça va être le cas, il n'y a pas de témoin. Donc voilà, toutes ces questions-là, finalement, que se posent les employeurs, comment est-ce qu'on pourrait faire pour agir? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un groupe de travail avec une cadre territoriale de pays, donc, qui est une cadre qui accompagne les associations dans leur fonction employeur sur le volet RH, mais qui peut aussi les accompagner sur les difficultés, et puis les router vers les services qui pourraient les accompagner et leur être utiles. On s'est fait aider des 2 psychologues de la fédération qui, elles, ont eu des remontées finalement de situations qui peuvent être parfois très graves. Et donc, du coup, avec leur connaissance des témoignages, ça nous semblait quand même assez indispensable de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir aborder le sujet avec elles. Et la chargée de mission, donc moi, en l'occurrence. On a été quand même chercher pas mal d'éléments bibliographiques. Hein. Donc, je vous ai marqué la CRES et l'ARACT, mais effectivement, il y a des outils qui sont proposés par la CRES et l'ARACT qu'on a été chercher parce que très abordables et voilà, les ressources sont très riches et donc du coup, on a réussi à trouver des choses qui pouvaient coller à nos besoins. On a eu des échanges avec des juristes, notamment j'ai eu un échange avec Madame Lemagresse, qui est juriste du travail en région parisienne et qui est vraiment spécialisée sur ce volet-là et qui fait énormément de sensibilisation auprès des employeurs sur le sujet. Et on a échangé avec l'ARACT, avec la CRES sur les sujets pour pouvoir savoir finalement comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre ça en place. Nos objectifs, c'était déjà de consolider l'existant et de l'adapter. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites et finalement on s'est dit, bah, voilà, on va déjà essayer de s'assurer que ce qui est fait et ce qui est bien fait, bah, on le maintient. S'il y a des choses qui peuvent être adaptées, on ne va pas réinventer la poudre. Et en parallèle, d'établir un programme de prévention des violences sexistes et sexuelles, un programme complet et de constituer un kit à destination des associations locales finalement pour les guider dans la démarche à suivre, tant en prévention qu'en intervention. Pour ce qui est de la consolidation de l'existant, on a déjà été chercher sur des choses de base. Typiquement, est-ce que déjà le règlement intérieur intègre le risque de harcèlement sexuel? Toutes ces premières obligations, on a déjà été vérifié que c'était bon. Ensuite, ce qu'on a pu faire aussi, ça a été d'aller voir sur les contrats, les devis contrats qu'on a auprès des bénéficiaires, se questionner sur quels étaient les leviers qu'on aurait pu donner à nos employeurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié nos devis contrats et qu'on a rajouté quelques mentions, en tout cas, on a renforcé quelques mentions pour préciser finalement les responsabilités de chacun, la responsabilité, et on impose le respect des bénéficiaires et de tous les proches et toutes les personnes qui interviennent à nos salariés, et on demande aussi à nos salariés d'intervenir, en tout cas d'alerter
et on leur donne ce droit d'alerter si jamais il y a une situation qui leur semble voilà, inacceptable. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette donnée écrite, ça leur donne une certaine légitimité ensuite, si jamais il faut avoir à se retirer de l'intervention. Parallèle, donc je vous disais, on a créé un kit à destination des associations. Donc, on a créé des temps de sensibilisation. Donc, 2 temps de sensibilisation obligatoires. Donc, un temps de sensibilisation destiné aux employeurs pour rappeler aux employeurs finalement quelles sont leurs obligations. Pour ça, on s'est aidé d'un jeu, alors que ce soit en qualité d'employeur ou agir en qualité d'encadrant. On s'est aidé du jeu proposé par l'ARACT, Sexisme sans façon, qui consiste finalement à clarifier le sujet, à savoir, parce que c'est important quand on réalise de la sensibilisation, c'est de placer le curseur. De quoi on parle exactement? C'est quoi du harcèlement? C'est quoi une violence sexiste? Et ce jeu-là, on trouvait qu'il était très bien et qu'il permettait de l'aborder d'une manière ludique pour un sujet grave, mais ça permettait d'ouvrir en tout cas la réflexion et la discussion sur le sujet. Ensuite, on rappelle les obligations, donc on leur demande de vérifier finalement si toutes leurs obligations sont bien remplies. Et ensuite, on leur explique quelles peuvent être les démarches à mettre en œuvre pour prévenir dans un premier temps, et ensuite pour agir si jamais un signalement leur est fait. Pour les encadrants, on a réalisé le même type de sensibilisation, à la différence près qu'en fait, on est moins axé sur les obligations employeurs, on est plus axé sur la prise en charge d'une victime, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on crée un climat de confiance finalement auprès des équipes pour qu'elles puissent parler en toute liberté, en tout cas de ces difficultés. En parallèle, on a créé un deuxième temps de sensibilisation, enfin 2 autres temps de sensibilisation. Un temps de sensibilisation harcèlement et violences sexistes et sexuelles au travail à destination des intervenants. Là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux intervenants ce que c'est, de les faire se questionner sur ce que c'est que les violences sexistes et sexuelles au travail, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, et finalement leur expliquer que ce n'est pas une question de point de vue, qu'il y a une loi qui est là pour bien définir les choses. Et donc du coup, et on leur explique aussi l'importance d'alerter. Je vous prie de m'excuser, j'espère que ça ne va pas durer, parce que là, je vais être très embêtée. Nous avons des travaux, ce n'était pas prévu que ça ait lieu aujourd'hui. Je suis navrée. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux intervenants que c'est important d'alerter, même si pour nous, on est capable de se défendre, les collègues ne seront peut-être pas capables et c'est interdit par la loi. Et on a aussi créé un autre temps de sensibilisation qui s'appelle Première écoute du salarié en souffrance à destination de l'encadrement et des présidents. Donc là, qui est un temps de sensibilisation qui est proposé par nos psychologues pour vraiment savoir accompagner sans jugement les personnes qui viennent témoigner ou remonter un signalement. Donc dans ce kit, on a ramené des affiches d'information. On s'est basé sur les affiches de l'INRS. On a créé un violentomètre pour expliquer finalement aux salariés à quel moment c'est plus acceptable, c'est quoi finalement le risque. Et on a aussi une plaquette de soutien psychologique, puisque nous, on a 2 psychologues, on a la chance d'avoir 2 psychologues à la fédération qui peuvent apporter un soutien psychologique en cas de situation grave. Enfin, on a rédigé une procédure. Donc cette procédure, elle reprend les définitions qu'on évoque en temps de sensibilisation. On rappelle les obligations employeurs, le règlement intérieur, l'obligation d'avoir un référent harcèlement sexuel au sein des CSE pour les petites structures, mais aussi on peut avoir un référent pour les structures de plus de 250 salariés, un référent RH. Les obligations de formation et d'information. Donc ça, ce sont des rappels finalement. On présente les différents interlocuteurs internes et externes auxquels l'association peut faire appel en cas de besoin, si jamais une situation est rencontrée ou si elle a tout juste des questions pour savoir ce qu'elle a le droit ou pas le droit de faire. Et enfin, on a créé aussi un logigramme décisionnel. En cas de signalement, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes? Et l'idée, c'est vraiment, lorsqu'on reçoit un signalement, souvent c'est très perturbant, c'est très déstabilisant et on perd ses moyens, on ne sait plus ce qu'on a à faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner des étapes et qu'il y ait juste à suivre ces étapes, en tout cas, pour pouvoir prendre en charge la situation. Ça ne fait pas tout, mais c'est guidant. Et à cela, on ajoute quelques éléments auxquels
qu'on a proposé aussi, à savoir des outils pour l'enquête interne, une grille d'entretien auprès de la victime, une grille d'entretien auprès des témoins, une grille d'enquête interne, donc comment est-ce qu'on recueille tous les éléments, est-ce qu'on a bien recueilli tous les éléments, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, et un courrier de prévenance auprès des partenaires en cas de retrait de situation. Donc voilà, la composition de ce kit. Pour cela, nous avons, voilà, donc ça, je vous présente un petit peu les différentes ressources qu'on a pu utiliser pour la mise en place de cette démarche. Donc, à savoir la boîte à outils qui est proposée par la CRES. Effectivement, Lucie en parlait tout à l'heure, mais elle est vraiment très bien. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très parlantes. On y trouve en général ce dont on a besoin. Le jeu Sexisme sans façon, qui est proposé par l'ANACT, là aussi, je vous invite à l'utiliser parce qu'il permet, on utilise vraiment un volet ludique au départ. C'est la porte d'entrée, ça permet d'ouvrir un petit peu la discussion, mais on parle vraiment des sujets de fond. Donc, je trouvais qu'il était vraiment bien, en tout cas, pour poser les définitions et que tout le monde soit d'accord sur ce dont on parle. L'enquête sur les violences sexistes et sexuelles. La vidéo qui plaît beaucoup auprès des employeurs et qui est très parlante, mais je vous invite vraiment à la visionner, qui s'appelle Le consentement avec un T. Donc, nous avions, et donc, je vous invite aussi à tester le MOOC, qui est à destination des personnels de structures hospitalières, normalement. Mais je le trouve très intéressant et il y a pas mal de témoignages qui sont vraiment bien. Le podcast, mais je crois que ça, Lucie en a déjà parlé. Et sinon, voilà, alors là, c'est une parution dont j'ai eu l'information hier de la défenseure des droits sur les modalités d'enquête interne. Donc, ça permet justement de savoir, de guider les employeurs, en tout cas, sur que doit contenir cette enquête interne. Donc, je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui. Voilà en ce qui me concerne. Et je vous prie sincèrement de m'excuser pour ces aléas. Pas de problème, merci Sandra. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que cette présentation crée des réactions dans vos domaines? Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes du médico-social, social-médico-social, donc n'hésitez pas à intervenir. Puis même si vous êtes en dehors de ce secteur, n'hésitez pas aussi à nous faire vos remarques ou partages d'expérience ou questions. La parole est à vous. Alors, je te laisse répondre peut-être Sandra. Du coup, la question, je vais la lire. Donc la question d'Adeline, en tant que juriste au sein du CIDFF 35, je reçois des salariés de l'ADMR ayant subi des VSS pendant leur intervention à domicile. Vers qui je peux les orienter en interne au sein de l'ADMR? Normalement, elles sont censées déjà s'adresser en premier lieu à leur encadrante ou à leur employeur direct. Sinon, il y a la CTP qui est la cadre territoriale de pays qui oriente les associations. Et après, alors ça va dépendre des attentes de la salariée. Il peut y avoir aussi sollicitation des psychologues de la fédération. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à la RH, la DRH de la fédération, mais normalement on passe par les CTP. Je vois une question encore d'Adeline et puis après de Patrick. Je pense est-ce qu'il est pertinent qu'elles apportent des preuves type enregistrement audio ou vidéo? Alors, je sais que la question, elle se pose souvent et en fait, lors d'échanges, on m'a expliqué qu'il était possible de faire des enregistrements à partir du moment où ça pouvait justement permettre d'aider à justifier le caractère grave, en tout cas, de la situation. D'accord. Donc, je l'ai dans un, je sais plus, je sais qu'il y a eu deux éléments en cours de cassation là qui sont sortis justement par rapport à ça et qui disaient qu'à partir du moment où ça permettait de démontrer que la situation et que ça permettait de défendre la victime, dans ces cas-là, ils étaient recevables et qu'on n'était plus dans la vie privée. Est-ce que tu as aussi la question, combien de temps pour l'ensemble de la démarche? Question de Patrick.
Alors, la démarche, elle est encore en cours. Aujourd'hui, on a sensibilisé quasiment l'ensemble des employeurs. Il me reste un pays, je crois. On est en train de former les encadrants et on a commencé à expérimenter les temps de sensibilisation auprès des intervenants. Mais c'est un temps, enfin, ça s'inscrit dans le long terme. Alors après, ça dépend de la taille des structures. Nous, on a 46 associations. Donc là, ça fait 1 an qu'on y est aujourd'hui. Donc c'est progressif. Mais pour nous, ce qui nous semblait important, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, c'était de former les employeurs d'abord, ensuite les encadrants et ensuite d'aller former les intervenants. Parce qu'en fait, quand on a commencé à expérimenter nos temps de sensibilisation, les salariés nous ont posé la question, mais finalement, si notre employeur n'est pas formé, ce n'est pas la démarche à suivre, ils ne vont pas en savoir plus que nous, enfin, ils ne vont pas savoir comment traiter le sujet. Donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait dans cet ordre-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une aussi. J'étais intéressée de savoir quand il y a une sensibilisation auprès des employeurs, quand il y a une situation avérée justement d'une violence, est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation auprès des familles, auprès de la personne aidée, ou vous dites pas du tout votre rôle et vous estimez qu'il y a d'autres associations, d'autres moyens de sensibilisation? Nous, on ne réalise pas de sensibilisation auprès des personnes accompagnées. En tout cas, c'est pas l'objet. Déjà, ils sont un peu nombreux, donc ce serait un petit peu compliqué. Après, on sensibilise les employeurs aussi pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils aillent au-devant aussi des personnes qu'ils accompagnent. Ça peut être des choses qui peuvent être faites aussi au moment de l'évaluation, hein, quand on écrit le contrat, finalement, de rappeler ces choses-là. Et que pour tout signalement, ça peut aller jusqu'au retrait de l'intervention s'il y a non-respect des salariés. Mais non, ce serait trop complexe à mettre en place là pour le coup. Du coup, moi, j'ai une question aussi, Vincent. Je me demandais s'il y avait eu des freins dans la démarche des différentes parties prenantes, on va dire, ou des réactions particulières. Bon, il y a toujours des réactions, mais Ouais. c'est ça qui fait les temps de sensibilisation intéressants entre les personnes qui nous disent oui, bah, nous, dans notre génération, ces choses-là, voilà, on en faisait fi, on savait se défendre. Et puis, il y a toujours, voilà, il y a toujours des réactions, ça suscite beaucoup de réactions. Et l'idée, c'est vraiment de tous les ramener à c'est la loi, en fait. Donc la question, elle se pose plus. Est-ce que vous acceptez? Finalement, l'autre personne ne l'accepte pas et c'est probablement justifié. Et après, on les renvoie aussi des fois sur des exemples. Je sais qu'on a eu quelques... Alors, c'était pas des présidents, mais leur dire, voilà, ok, d'accord, vous l'acceptez, la situation, elle vous pose pas de problème. Vous avez demain quelqu'un qui vient vous remplacer, c'est une jeune personne qui intervient pour la première fois. Est-ce que vous acceptez de la laisser intervenir toute seule? Et puis là, elle m'a dit, ah ben non, il ne faut pas qu'elle intervienne toute seule dans cette situation. J'ai dit, ah, donc vous identifiez bien qu'il y a un problème, en fait. Donc, en fait, c'est important de leur donner des exemples et de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on sait se défendre que c'est pas un problème. Si on dit qu'on sait se défendre, c'est que déjà il y a un problème au départ. Merci. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, peut-être de partage aussi d'expériences ou d'outils qui ont été mis en place d'autre côté, qui pourraient intéresser? Lucie, je voulais revenir aussi rapidement sur la formation action. Tu avais mis tous les détails sur cette possibilité. Donc, c'est un outil possible qui sera proposé par la CRES. Alors, ton micro est coupé. Oui, je disais que je peux peut-être redire l'info, comme il y a des personnes qui sont arrivées en cours et qui n'ont pas, je pense, entendu la première partie. Oui. Sur la formation action. Ouais, juste de redire que du coup, la CRES Bretagne propose des actions pour accompagner les associations de l'ESS à prévenir le sexisme dans l'organisation et qu'une des propositions, ça va être cette année, en fin d'année, d'accompagner 5 à 6 structures bretonnes sur une formation action pour les accompagner à mettre en place vraiment
des actions de prévention primaire des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, qu'est-ce qu'on entend par prévention primaire? C'est vraiment tout, c'est prendre en considération les conditions de travail et les analyser, analyser les facteurs de risque. Donc, tout ce travail en amont pour garantir des conditions de travail sécurisantes et prévenir les VSST. Donc voilà, s'il y a des structures intéressées, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous donne plus d'informations. Mais voilà, ça sera un parcours avec des sessions collectives et un accompagnement individuel. Nous, ce qu'on demande, c'est que les associations, les structures, elles s'engagent à participer à au moins 2 personnes et avec un duo employeur-salarié pour que le projet soit justement vraiment porté au niveau de la structure. Parce que je pense que je sais pas si un des enjeux, c'est vraiment, ça peut pas être porté par une seule personne. Je pense que ce qui est intéressant, Sandra, dans ton témoignage aussi, c'est que du coup, ça a impliqué vraiment toute l'organisation. Oui. C'est une démarche globale. En fait. Oui, c'est une démarche globale et de toute façon, si on s'en saisit pas tous, ça peut pas fonctionner. Donc oui, c'est clair. Et après, même dans les démarches, dans les procédures qu'on présente, on explique bien que de toute façon, c'est pas l'employeur tout seul qui décide des mesures à prendre. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le dialogue social avec l'ensemble des salariés aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut agir. Juste dans le chat, il y avait une question où on peut tester le jeu Sexisme sans façon. Et effectivement, Marie-Noël a répondu qu'il y a cet après-midi, alors pour celles et ceux qui sont dans le Morbihan, il y a un atelier à Vannes et je pense qu'il reste encore des places où Florent Arnaud de la RACT va présenter le jeu et l'animer. Et après, je sais que sur demande, la RACT peut aussi venir présenter le jeu, enfin en tout cas animer des temps avec ce jeu. Sinon, en fait, il est à vendre, mais je trouve qu'il est en rupture de stock en ce moment. Mais en tout cas, c'est un bon investissement parce que ça peut vraiment servir. Il y a peut-être une option de commande pour pouvoir indiquer l'intérêt. Ouais, c'est ça. Okay. Merci à tous. Je ne sais pas si il reste 1 minute, s'il y a une dernière question, une dernière élément que vous souhaitez partager avec nous tous. Sinon, donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie nos 2 animatrices qui ont pu être là et témoigner aussi des différentes actions sur ce thème qui est quand même très, très important. Sachez que l'enregistrement sera disponible sur le site internet de l'UDES. Je vous l'enverrai de toute façon directement par email et je vous enverrai aussi également les présentations PowerPoint et les liens vers les outils si ça vous intéresse. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et un bon week-end. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi. Merci.